Il y a des gens qui ont le don de nous rendre à l'aise, de nous faire sentir bien, acceptés et accueillis. C'est un mot, un geste, parfois un regard. Dans la violence du monde, ces personnes font office de bouée pour se reposer, pleurer, se confier. En ce moment, on assiste à un grand effort collectif, beau, mais compliqué à mettre en place. On aspire à ce que nos milieux, nos sociétés deviennent comme ces personnes, des espaces bienveillants, accueillants, où toutes et tous peuvent être soi-même. C'est long, c'est parfois même douloureux, parce que ça nous demande de nous remettre en question. Mais ça arrive. Ça s'en vient. C'est comme toute la question des alliés, les safe spaces, tout ça, comme... C'est vraiment difficile parce que c'est pas la même définition pour tout le monde, puis ça change beaucoup. Un endroit peut être un safe space, ne plus l'être à nouveau, l'être pour quelqu'un et ne pas l'être pour une autre personne. Puis encore une fois, puis même chose avec les alliés, tu sais, c'est quoi être allié? Qui choisit que t'es allié ou t'es pas allié, tu sais? Il faudrait que tout le monde ait envie de se sensibiliser à comprendre c'est quoi les enjeux de gens qui sont différents de soi-même. Et ça, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de passer du temps à faire ça. Et puis, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi, je pense pas. Vous écoutez Les Voix multiples, une série balado de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, pour sensibiliser aux réalités parfois difficiles que vivent encore les personnes LGBTQ+, en milieu universitaire. Géraldine est une femme, lesbienne et professeure à l'INRS depuis une dizaine d'années. Amélie, elle, est une étudiante de 27 ans, une femme cisgenre, queer, en première année de thèse à l'INRS. Avec elle, on commence par se demander, est-ce que les milieux universitaires, académiques, sont des lieux qui sont ouverts et accueillants pour les personnes des communautés LGBTQ+. Le milieu académique, en tout cas moi, tel que je le vis, le conçois, le comprends, il y a pas vraiment la place pour penser à l'identité personnelle. Donc, en fait, c'est une question, on dirait, qui se pose pas. Donc, on est dans une espèce un consensus majoritaire qu'on est dans un système hétéronormatif, clairement patriarcal, cisnormatif, tout ça, là. La société, on peut pas le nier dans sa majorité, là. Mais historiquement aussi, tout le développement du milieu académique, c'est dans ce contexte-là que ça s'est fait, là. C'était beaucoup des hommes, c'est eux qui ont eu accès en premier aux métiers de sciences, ou en tout cas ceux qui ont pris des positions, qui ont développé le domaine, etc. Donc ça crée cette ambiance-là. Après, avec la société qui change, je crois qu'il y a de plus en plus d'ouverture d'esprit de la part des acteurs dans les milieux académiques et donc la réalisation qu'il faut aussi avancer avec les avancées sociétales. Le milieu universitaire, comme tant d'autres, n'est effectivement pas étanche aux valeurs et aux avancées de son époque et de sa société. Certains milieux sont bien plus avancés, ouverts et accueillants pour toutes les diversités. Moi, je peux juste parler de mon domaine, mais c'est sûr que quand j'étais à l'UQAM, en sociologie, études féministes, au bac et à la maîtrise, oui, tu sais, il y avait tout simplement plus de personnes qui appartenaient à la communauté LGBTQ+. Donc, juste d'avoir justement des gens qui sont là, qui existent, qui occupent cet espace-là en étant queer, c'est différent que juste, par exemple, à l'INRS, on n'est tellement pas beaucoup que des fois, c'est la réalité du milieu. Ben, les gens peuvent bien être ouverts, mais moi, genre, je connais une autre personne qui est bisexuelle à date dans mon milieu, puis c'est tout. Fait que s'il se passe quelque chose, je sais même pas vraiment qui aller voir pour vraiment avoir ce safe space-là. Fait que des fois, c'est juste des choses comme ça. C'est que structurellement, ben c'est comme ça, tu sais. Fait que oui, il y a l'ouverture. Oui, il y a peut-être comme une volonté, mais tu sais, mettons, quand on parle d'inclusivité, ben c'est justement qu'il y a encore ce travail-là à faire. Puis le fait que tu parles aussi de la masse critique dans les universités,
qui fait que peut-être dans les parcours au bac où il y a plus de monde, puis en plus, c'est la jeunesse qui arrive, là, fait que la diversité, je trouve qu'elle est plus présente dans les futures générations. Et donc, du coup, je pense qu'il y a plus de liberté. Donc, la masse critique, ça va forcément influencer. Mais j'aime bien le mot que tu as utilisé aussi, la bienveillance, parce que je pense que c'est ça, il y a de la bienveillance. C'est juste que c'est beaucoup de non-dits. Est-ce que c'est un sujet dans l'académique? Est-ce qu'on devrait se préoccuper de tout ça? Souvent, je demande à mes collègues des questions là-dessus, puis ils disent « Mais en fait, on s'en fout, c'est comme faites ce que vous voulez, on s'en fout un peu de qui les gens sont. » Puis moi, personnellement, ça me dérange pas, comme s'il y avait pas d'a priori à la base. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a énormément de place à l'ouverture. Après, est-ce qu'elle est actée? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de plus... des actions plus concrètes, plus dans la prise de conscience? S'il n'y a pas une prise de conscience active et une volonté de s'éduquer sur ces choses-là, ça va rester un peu comme ça, tu vois. Moi, je sais pas. Du coup, ça crée des milieux comme, par exemple, moi, où j'avais pas de modèle, j'avais pas d'exemple d'ouverture, parce que c'était pas nécessaire, tu sais, qui fait qu'en fait, tu te sens obligé de faire partie de la norme. Nommer les choses, c'est essentiel. Ça permet de mettre en lumière les enjeux et les barrières que peuvent vivre certains membres de notre communauté. Parce que les réalités et les discriminations qu'on passe sous silence ont bien peu de chances de disparaître un jour. Une société réellement inclusive doit exprimer fièrement sa diversité et trouver les moyens d'agir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais Géraldine et Amélie observent des changements qui s'amplifient au fil des années. Je pense que dans les dernières années, il y a vraiment eu des actions en effet concrètes pour rendre les milieux académiques plus inclusifs, des formations, des explications, je ne sais pas si c'est des formations obligatoires d'ailleurs, d'autres sous une base volontaire. L'INRS a fait plusieurs semaines de sensibilisation à la diversité sexuelle et de genre. Donc il y a eu des opportunités pour les gens de s'éduquer. Ça, je pense qu'on ne voyait pas ça avant. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais eu accès à ce genre de choses dans tous les départements des universités. Hein. Donc, c'est pas juste réservé aux gens qui font des études féministes ou orientés là-dessus. Donc, ça, je pense que ça crée des changements. Puis, c'est pas juste ici. Hein. Moi, j'ai des collègues, même aux États-Unis, avec qui je parle sur des comités qui ont aussi eu ces formations, cette éducation. Donc, je pense que ça commence à germer un peu dans l'esprit de tout le monde. Peut-être dans l'organisation des conférences, maintenant, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'on met sur le name tag? Est-ce qu'on met justement le pronom? T'sais, fait qu'il y a quand même... ça induit des conversations houleuses, là, mais comme c'est pas un sujet, oui, c'est un sujet, ou enfin bref. Mais c'est en train de se construire, je crois, et que ça nécessite cette phase qui est peut-être un peu plus douloureuse pour certains, là, pour qu'ensuite, ça rentre dans quelque chose de naturel et de normal. Donc, ça prend ce petit effort pour le faire. Mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de changements aussi qui sont en ce moment en train de se faire. Fait que moi aussi, au jour le jour, il y a des moments que je suis comme « Oh mon Dieu, je suis tellement... » Tu sais, par exemple, utiliser, mettons, sur Zoom, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent « elle » à côté de leur prénom ou « il » ou dans leur signature automatique quand t'envoies un courriel ou quoi que ce soit. Mais tu sais, ça, moi, j'ai jamais vu ça avant là, dans mon parcours. Là. C'est vraiment nouveau. Puis tu sais, c'est des choses qui sont en train de s'implanter. Fait que moi, je suis tout le temps dans cette ambivalence-là de comme « Ah, tu sais, je trouve ça le fun de voir ça. » Puis là, il y a tout le temps d'autres moments où « Ah, là, on va me faire un petit commentaire. » Puis moi, je suis super sensible à ça. Puis surtout que j'étudie là-dedans. Je vois toutes les micro-agressions. Puis là, des fois, je me dis « Ah, on n'est pas rendu. » Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, ça vient nous chercher aussi vraiment. Puis, il y a tout le temps des moments que tu es plus encouragé, puis il y a d'autres moments où tu te dis, bon, il y a du travail à faire. Là. Les choses bougent le plus souvent par en avant, et c'est réjouissant. Mais une question s'impose de plus en plus. Qui doit s'atteler à la tâche de transformer nos milieux, nos structures pour les rendre plus inclusifs? La responsabilité de changer un milieu, là, en l'occurrence le milieu universitaire au cycle supérieur, pour moi, c'est tout le monde. T'sais. Mais à différents moments, selon différentes stratégies, avec l'énergie qu'on a. Parce que
effectivement, moi, par exemple, là, vu que c'est nouveau, que je parle plus des enjeux queer, on dirait que je sens cette flamme d'en parler tout le temps, puis à tout le monde. Puis, limite, pour moi, ça me fait du bien en ce moment d'en parler. Puis c'est pour ça, quand j'ai vu le podcast, je me suis dit, enfin, je vais arrêter d'en parler à mes amis qui sont vraiment tannés que j'en parle. Mais par rapport au sexisme, moi, j'ai une écœurantite, là, et je n'éduque plus les hommes dans mon entourage. Et c'est fini. Amélie a l'énergie en ce moment de s'exprimer sur les enjeux des communautés LGBTQ+. Et elle espère que ça fera boule de neige pour que d'autres puissent aussi prendre la relève éventuellement. Dans mes cours, je me dis, les profs ont la responsabilité de réfléchir à leurs pratiques, tu sais, puis je pensais à un cours, tu sais, à l'INRS. Moi, j'adore ce type de pratique-là, là, qu'au premier cours, il y ait cette espèce de tour de table-là et aussi un appel à dire, écrivez-nous s'il y a des enjeux, s'il y a quelque chose qui vous stresse, est-ce qu'il y a une manière que vous voudriez qu'on vive le cours. Mais moi, j'aime beaucoup ton point là, sur la responsabilité des profs dans les salles de classe, de prendre conscience de qu'est-ce que tu amènes. Parce que traditionnellement, on amène un savoir, OK? Mais après, il y a une façon de délivrer ton savoir. Mais tu vois, à mon échelle personnelle, ce que tu dis, je ne l'aurais pas identifié, mais je pense que la conscientisation de ce que tu amènes dans les salles de cours, au-delà du savoir, un savoir que tu mets de façon inclusive, ben là, peut-être que justement, ça va jouer sur ce qu'on disait qui était pour certains un non-sujet. C'est-à-dire qu'ils n'en avaient pas conscience dans leur quotidien de recherche, mais en tant qu'enseignant, en tant que... tu as la responsabilité de transmettre un savoir, ça fait partie de ta job de prof, là. Ben peut-être qu'avec cet angle-là, ça germe beaucoup d'idées. Mais oui, puis si je peux rajouter un autre petit point là-dessus, là, je trouve que c'est tellement important. Puis aussi, je me souviens, il y avait un cours que ça m'avait marqué à l'UQAM, qu'il y avait certaines enseignantes, femmes, qui disaient, OK, dans votre plan de cours, j'ai fait exprès de mettre des femmes racisées, des femmes de différents milieux, puis elle disait, et je mets leur prénom et leur nom de famille parce que c'est juste, on va visibiliser ces personnes-là qui sont pas juste Marx, Durkheim, Weber, c'est comme des grands-pères de la sociologie. Fait que tu sais, juste des affaires de même, des fois, ça a l'air tellement banal, mais moi, ça m'a marqué, là. Tu regardes des références, là, puis t'as des noms de femmes là, qui sortent ou des noms qui sont pas juste Michel Tremblay, là. Fait que voilà. Fait que ça, c'est vrai que juste au niveau là, de l'enseignement, c'est des petits détails qui font vraiment la différence. Là. Moi, dans ma tête, si on parle d'inclusion des personnes LGBTQ+, faut parler de tout type d'inclusion, de tout type de discrimination. Puis tu peux pas juste travailler sur une discrimination puis dire que, mettons, OK, ici, on va parler de racisme, on va pas parler de sexisme ou vice-versa ou quoi que ce soit, ou capacitisme. Tu sais, c'est comme, est-ce qu'on peut parler de tous ces sujets-là? Puis oui, ça va être inconfortable. Moi, j'essaie de normaliser le fait qu'on me dise quand je dis des choses qui n'ont pas rendu d'autres personnes à l'aise. Et j'essaie de normaliser le fait, tu sais, ce genre de blague-là, peut-être pas. Mais je pense que je fais peut-être aussi partie de cette génération-là où est-ce que c'est tellement présent, comme dans mon groupe, tout ça à Montréal, que c'est comme si j'ai réussi peut-être à trouver une façon de m'exprimer là-dedans qui, moi, me rend à l'aise. Je pense que la réflexion et la mise en place de safe space, qui s'adresse aux communautés LGBTQ+, mais à tout type de diversité, tu le disais tantôt, on ne peut pas parler juste de ce thème sans parler d'inclusion globale. C'est probablement une des actions qu'on devrait pousser pour aller plus loin encore. Un autre angle mort aussi que je trouve qui est vraiment important aussi de nommer, c'est que je pense que c'est rendu plus normalisé de parler de, mettons, gay, lesbienne, bi, queer, mais même encore la question de la transsexualité, non-binarité. On s'entend là, dans l'acronyme là, avec le plus. Même moi, je sais même plus c'est quoi toutes les lettres qui sont dedans, mais cette réalité-là, elle est très grande et vaste
Et c'est pas parce que tu dis, genre, justement, ben non, c'est bien correct, ma fille est lesbienne, que tu comprends tous les enjeux. Ah, moi, je suis tellement d'accord avec toi. Là. En fait, il y a des biais inconscients par rapport à la conception des communautés LGBTQ. Puis moi, je suis L dans l'acronyme, mais j'ai aucune conscience des réalités des autres lettres. Donc, des fois, justement, dans ce contexte, par exemple, du balado, on veut parler des communautés LGBTQ+, mais il faut bien prendre conscience que moi, je parle de ma réalité. Là. Je peux absolument pas... je peux être un allié et essayer de m'éduquer et comprendre, comme n'importe qui, en fait, des réalités des autres. Comme tout le monde, les membres des communautés LGBTQ+, peuvent ne pas connaître la réalité de l'autre, avoir des préjugés ou devoir faire des efforts pour les déconstruire. Mais la clé, par contre, ça, j'ai un peu l'impression que c'est impossible, c'est qu'il faudrait que tout le monde ait envie de se sensibiliser à comprendre c'est quoi les enjeux de gens qui sont différents de soi-même. Et ça, c'est pas évident, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a envie de passer du temps à faire ça. Et puis, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Moi, je pense pas. Vous l'avez entendu, la tâche de rendre ces espaces plus inclusifs n'est pas facile. C'est normal que ça en rebute plusieurs, parce que c'est difficile, ça demande de se remettre en question, de faire face à ses préjugés et de déconstruire parfois une façon de voir le monde. Malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi précis à suivre. En fait, c'est une combinaison de changements structurels et d'attitudes de bienveillance et d'ouverture. Les changements se font dans les politiques mises en place, ça c'est sûr, mais aussi dans des moments informels, au lunch entre collègues, dans des discussions de couloir, dans les mots qu'on utilise. Pour Amélie et Géraldine, ce qui est clair, c'est que ce sujet, celui de l'inclusion des personnes LGBTQ+, doit être abordé, réfléchi, et des actions concrètes doivent se mettre en place dans le milieu universitaire. Tous les étudiants qui sont dans le milieu universitaire, on est quand même, pour la plupart, jeunes. Okay? Encore là, je ne veux pas généraliser, mais c'est beaucoup, je pense, des moments où est-ce qu'on on cherche notre identité, on cherche un regard sur le monde, puis on s'apprête à commencer peut-être une vie, une carrière et tout ça. Fait que je me dis, je trouve que c'est tellement le moment pour amener ces questions-là, ces connaissances-là. Hey, on est à l'école. Il y a aussi, c'est tout l'apprentissage de qui on est, de le monde dans lequel on vit. Puis là, moi, je parle de sciences sociales, mais je peux pas parler pour les autres milieux, mais on parle de notre monde. Fait que si, à ce moment-là, on n'est pas capable d'amener ces questions-là, ben je pense que ça peut vraiment avoir un impact là, sur tout le reste après. Puis je pense que comme milieu universitaire, il y a une responsabilité là, dans les connaissances aussi qu'on crée, puis qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant, puis un peu comme une responsabilité de donner l'exemple. Oui, mais je pense que la mission première des universités, c'est l'éducation. Donc, si on sensibilise pas les populations étudiantes avec toutes ces thèmes problématiques, enjeux, ça va créer une société qui bouge pas. Donc, si les universités abordent de façon ouverte et dans tous les domaines des sciences, pas seulement les sciences sociales, dans tous les domaines des sciences, qui est une prise de conscience, ça permet de former des jeunes qui, en effet, sont dans une période de leur vie où ils sont probablement ou peut-être en quête d'eux-mêmes. Donc, ça peut les aider au travers d'une spécialisation qui n'a rien à voir. Et ensuite, d'amener le fait de cette ouverture ou de cette prise de conscience dans les milieux professionnels. Les étudiants des universités, ils ne vont pas tous avoir des postes en université. Il y en a quand même une grosse majorité qui va s'en aller en industrie. Donc, si tu amènes un état d'esprit, ou si tu as acquis un état d'esprit pendant ta formation universitaire, si tu as baigné dans un milieu qui était inclusif, ouvert, etc., peut-être que tu vas aussi amener ça dans ton milieu professionnel futur. Donc, c'est certain que ça a tout le pouvoir d'avoir des répercussions très positives sur la société. Là. Très, très... C'est sûr. Rendre notre société plus ouverte, c'est la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous. Et ça demande de la volonté et de la curiosité pour apprendre, mais surtout pour désapprendre certains de nos comportements et préjugés.
Ce qu'Amélie et Géraldine nous rappellent, c'est qu'être une personne alliée, c'est être dans l'action. Être allié, ce n'est pas un badge, ni une recette toute faite. Chaque parcours, chaque histoire est unique. Et comme humains et institutions, nous devons tenir compte de cette unicité des réalités des personnes des communautés LGBTQ+. Merci à Amélie et Géraldine pour leur partage dans cet épisode. C'était Les Voix multiples, une initiative de l'INRS visant à sensibiliser le milieu universitaire aux enjeux des personnes LGBTQ+. Ce balado est une production de l'INRS en collaboration avec Récréation. À la réalisation, Soraya El-Bekali. Musique originale et animation, Antoine Bédard. Montage, Emma Bertin. Enregistrement et mixage, Studio Bulldog. Le projet est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l'Enseignement supérieur.